bonsoir. À la une de l'actualité de ce 9 octobre, le Premier ministre lance à Matakan un vaste programme d'accès à l'énergie pour les ménages démunis. 90 ménages ont déjà bénéficié de la première phase de ce projet que pilote l'Agnès. Adi Kamara sera dans ce journal pour plus d'éclaircissements. Et puis les chantiers de l'indépendance avancent à grands pas à Forécaria. Ce soir, focus sur ces infrastructures démarrées il y a seulement une année au compte de la fête tournante de l'indépendance nationale. Enfin, le bataillon Gangan 6 va être déployé pour le maintien de la paix à Kidal au nord du Mali. Mais avant, remise du drapeau d'honneur au commandant du 10 bataillon à Samoréa, c'est à Kindia. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition. Un vaste programme d'accès à l'énergie pour les populations de Matakan à Forécaria. Lancé hier par le Premier ministre, ce programme piloté par l'Agnès est destiné aux ménages démunis de cette localité. Et 90 ménages y ont déjà accès. Adi Kamara. Nous sommes à Matakan, un district de la sous-préfecture de Kabak, préfecture de Forécaria. Matakan devient le point de lancement du programme d'accès à l'énergie destiné aux ménages démunis en Guinée. Dans cette localité rurale, 90 ménages sont désormais éclairés à l'énergie solaire. Une réponse innovante et viable à la problématique du déficit énergétique en milieu rural. FlexGrid, c'est un système innovatif qui est développé en collaboration avec l'université suisse et qui est spécifiquement créé pour faire l'électrification rurale en Afrique. Parce que les systèmes existants, ils ont tous leurs problèmes, ils ont leurs avantages, leurs problèmes. On a essayé de combiner tous les avantages sans hériter les problèmes. Le travail ici n'est pas encore ici. On a fait à peu près la moitié. On continue les semaines à venir pour finaliser tout le travail. Et aussi dans le futur, parce que les systèmes qu'on utilise, c'est évolutif. Cette énergie fiable pour les ménages vulnérables de l'arrière-pays est disponible 24 heures sur 24. Pour les 6 premiers mois, le gouvernement a rendu la consommation gratuite. Au-delà, les bénéficiaires vont contribuer à moindre coût à l'entretien des installations. Ce volet de distribution d'énergie de l'Agnès vient renforcer le concept de partage de la prospérité dans le pays. L'Agnès, comme vous le savez, a 2 composantes. La première, est celle de promouvoir des politiques d'inclusion classiques à travers des transferts monétaires, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre et l'inclusion financière des plus démunis. La deuxième, l'autre composante, c'est la dimension économique du programme qui concerne des politiques d'inclusion productive à travers l'accès à l'énergie, l'aide à l'agriculture et l'appui à l'entrepreneuriat. C'est le lancement du volet d'accès à l'énergie qui explique ma présence aujourd'hui à Matakan. L'objectif visé est de contribuer à accroître l'accès des ménages pauvres à l'énergie, en milieu rural. Le manque d'accès à l'énergie est l'une des principales caractéristiques de la pauvreté. En Guinée comme ailleurs en Afrique subsaharienne, plus de 620 millions d'Africains vivent en situation de pauvreté. En Guinée, près de la population a un accès convenable et régulier à l'électricité. Le gouvernement prête une attention particulière à la question énergétique. Les subventions au secteur de l'énergie absorbent une part considérable du budget de l'État chaque année. De grands projets ont été mis en œuvre sur la période récente. Les barrages de Caleta, Swapiti et Maria vont augmenter la capacité énergétique de la Guinée à plus de 1000 MW. Mais ces grandes infrastructures complexes et coûteuses ne sauraient suffire pour répondre de manière appréciable
à la problématique de l'accès à l'énergie, notamment pour les populations pauvres et éloignées, comme ici à Mataka. Si les politiques publiques innovantes ne sont pas mises en œuvre, en particulier à travers des sources d'énergie renouvelables, les 40% les plus pauvres de la population, c'est-à-dire ceux qui constituent la cible de l'ANIES, n'auront pas d'accès convenable à l'électricité avant 2080. C'est pour apporter une réponse pragmatique à ce grand défi que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a décidé, à travers l'ANIES, d'inclure la question énergétique dans la démarche de l'ANIES de partage de la prospérité économique. Le courant d'alimentation est du type monophasé à travers un réseau de distribution à basse tension. Chaque ménage concerné est doté d'un nombre limité d'ampoules pour l'éclairage intérieur et extérieur des bâtiments. Ces opérations pilotes concernent 3 autres villages. Il s'agit de Kouroutango Centre dans la préfecture de Tougui, Sanankoro dans Kouroussa et Ouro dans Beila. Dans l'actualité nationale, toujours tête à tête entre le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger et les diplomates accrédités dans notre pays. Au cœur des échanges, les conditions d'organisation du scrutin du 18 octobre et les messages de paix à privilégier pour préserver la stabilité en Guinée. Bref, crédibilité, transparence, communication et sécurité sont les mots-clés de cette rencontre. Mohamed Lamine Solano, Ousmane Kamara. Rencontres deviennent courantes et à 9 jours de l'élection présidentielle, diplomates en Guinée, gouvernement ou encore partis politiques, ils n'étaient pas là, mais tous s'accordent sur une chose, la crédibilité du scrutin. Le mot est très souvent revenu dans les échanges avec les diplomates africains et européens. Le gouvernement travaille sur la question, mais pas seulement. La CEDEAO avait déployé des experts qui ont travaillé avec la CENI sur le fichier. Et au bout de leur mission, ils ont déclaré que le fichier était satisfaisant. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait mentionner aux partenaires et aussi leur montrer le caractère inclusif de l'élection présidentielle. Parce qu'on a 12 candidats, y compris donc le président de la République et le président du principal parti d'opposition. Donc on ne peut pas dire que ce ne sont pas des élections inclusives. Personne n'a intérêt à ce que ce pays-là prenne feu. Et la Guinée a existé avant cette élection du 18 octobre et elle existera après. Transparence, c'est aussi l'un des mots-clés de cette rencontre. Les enjeux du scrutin sont importants dans une sous-région quasiment en campagne pour élire ou réélire un président, ivoirien, nigérien, ghanéen ou burkinabé. Conakry donne le ton dans un contexte socio-politique tendu sur le continent et le message des diplomates africains et européens est interpellant. La violence doit être mise en jeu au cours de ces élections-là. Et tout est réuni pour que les gens aient des élections. Et donc les Africains souhaitent que les élections en Guinée se passent de façon paisible. Surtout nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sommes des pays voisins et qui avons la même situation que la Guinée. Ce sont des déclarations d'alerte simplement, de dire attention, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération dans ces processus. Heureusement, actuellement, les campagnes se passent plus ou moins correctement. Je pense qu'on doit se féliciter de ça. Je pense que tous les candidats, les 12 candidats, ont intérêt à que ceci se passe en bonnes conditions, parce qu'à la fin, ils vont nous dire qu'ils ont gagné. Et il faudrait bien qu'on puisse dire qu'ils ont gagné dans les meilleures conditions. L'Union européenne n'observera pas le scrutin, puisque pas associée au processus. Pendant ce temps, les observateurs de la CEDEAO sont à Conakry depuis 48 heures. L'institution sous-régionale travaille sur ce qu'elle appelle un code de bonne conduite. Il sera soumis à tous les candidats pour, entre autres, s'engager au respect du verdict des urnes. Avec le ministre Mamadi Touré qui s'est aussi entretenu avec le chargé d'affaires américain en Guinée. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre d'État Thibou Camara. Et juste après, Steven Koutis s'est adressé à la presse pour demander aux acteurs politiques d'éviter les discours haineux, mais pas que. Écoutons-le.
va déployer des observateurs de l'ambassade compte tenu de notre rôle dans la Convention de Vienne pour faire des rapports. Ce ne serait pas une mission de moniteur, on ne peut pas faire des conclusions sur les résultats, mais on peut au moins regarder le processus. Parlant de l'élection présidentielle, justement, plusieurs ONG mettent en avant leur engagement pour qu'elle se passe dans la paix et la cohésion. Entre points de presse, campagne de sensibilisation et autres meetings, tous les moyens sont mis à profit pour le maintien de la quiétude sociale dans le pays. Mariam Kamara. L'expérience prouve que l'animation de la vie politique en période électorale est plus dense et souvent caractérisée de tensions. Les partis politiques en lice se heurtent et les partisans se retrouvent au cœur des polémiques. Suite aux dernières observations faites, plusieurs ONG du pays trouvent nécessaire de rappeler aux différents acteurs concernés l'importance du retenu et de la préservation de la paix. À l'occasion de cette déclaration que nous avons faite, nous avons, après avoir fait le constat malheureux que les discours de haine à base ethnique prennent le dessus sur la raison et sur la contradiction des programmes, nous avons interpellé les acteurs politiques qui sont impliqués, engagés dans cette course-là, à éviter de tenir des propos qui divisent et qui montreront les communautés les unes contre les autres. À Dubreka également, l'ONG Conseil des réflexions pour une Guinée nouvelle a quant à elle axé sa réflexion sur la sensibilisation des populations autour des messages de paix. L'objectif de notre présence ici, il est question de regrouper des jeunes, des leaders jeunes, de tous bords, mais aussi des sages pour les former à l'esprit de maintenir la paix et de la quiétude sociale en période électorale. C'est ça notre objectif ici. Par rapport surtout à l'objectif de la mission qui vient préparer l'esprit des populations à affronter cette période électorale avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de sérénité. Et cela ne peut que me réjouir. Et avec tous mes collaborateurs, nous avons été très heureux de recevoir l'équipe à l'Institut supérieur des arts de Guinée. Les jours à venir, ces différentes organisations comptent démultiplier leurs activités. Ils se disent décidés à ne pas baisser les bras et les sensibilisations continueront avant, pendant et après ces élections présidentielles. Économie à présent avec le programme de la facilité élargie de crédit de la Guinée. Les travaux de la mission conjointe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale ont pris fin sur une note de satisfaction. L'inflation est maîtrisée et les agrégats monétaires tiennent la route. Conclusion, cette 5e et 6e revue devrait déboucher sur un financement de 50 millions de dollars dès décembre 2020. Boubacar Ba a suivi les négociations. Cette mission virtuelle sur la 5e et 6e revue de notre programme de facilité élargie de crédit a enregistré des résultats encourageants. De l'analyse de la situation, on note que sur la 5e revue qui portait sur juin à décembre 2019, tous les critères de réalisation liés à cette étape ont été réalisés, y compris tous les objectifs indicatifs. Pour la 6e revue, qui porte sur les résultats des 6 premiers mois de l'année 2020, la plupart des mesures structurelles et repères quantitatifs ont été réalisés. Sur les mesures structurelles, le seul critère non respecté porte sur l'envoi d'experts dans notre pays, ceci en raison de la pandémie du Covid-19. La loi des finances rectificative a été bouclée par la mission et une esquisse sur le budget 2021 a été réalisée. Une vision qui devrait permettre de booster la croissance en vue d'assurer une meilleure stabilité macroéconomique. Ce cumul des deux revues s'explique par la survenue de la pandémie du Covid-19 qui a perturbé un peu les programmes et au niveau du fonds et au niveau du gouvernement guinéen. La revue a montré la résilience de l'économie guinéenne à la pandémie du Covid-19 parce que le fonds projette un taux de croissance supérieur à 5%. Concernant la 5e revue, tous les critères quantitatifs ont été réalisés. Bon, concernant maintenant la 6e revue, il y a 2 critères qui n'ont pas été atteints, dus justement au Covid-19.
Côté Banque centrale, plusieurs allègements ont été réalisés pour s'adapter au plan de riposte du gouvernement face à la pandémie liée au Covid-19. Baisse du taux directeur de la banque et le coefficient de réserve obligatoire des banques primaires, la mise en place d'un comité de politique monétaire et l'adoption de plusieurs textes réglementaires. L'inflation, elle, est maîtrisée et les réserves de change tiennent la route. Les résultats de la 5e et 6e revue devraient permettre une meilleure relance de l'économie en 2021. Les principaux critères sur les 2 périodes sont respectés. Je dois dire que c'était déjà une gageure, un premier programme. C'était la première fois que la Guinée conduit à bon port une série de revues complètes. Et maintenant, pour la première fois, un 2e programme sera conclu positivement. Mémorandum de politique économique et financière et un projet de lettre d'intention ont été convenus de commun accord par la mission et le gouvernement. Le dossier Guinée passera au conseil d'administration du Fonds monétaire décembre prochain. Développement local avec des infrastructures sociales de base qui sortent de terre du côté de Forêt-Caria. La ville a bénéficié de plusieurs édifices à la faveur de la fête tournante de l'indépendance nationale. Les travaux lancés il y a un an évoluent bien, permettant ainsi à la ville de faire peau neuve. Mamadou Saléoubar. Voici le nouveau marché central de la préfecture de Forêt-Caria. Doté de 60 boutiques et d'un hangar moderne, l'édifice offre une nouvelle image à la ville. Comme cette infrastructure, plusieurs autres sont en cours de finition dans le Moria, le commissariat central ou encore le bloc administratif affiche une nouvelle image. Ces édifices sont réalisés en faveur de la fête tournante de l'indépendance nationale. L'état d'évolution des chantiers à Forêt-Caria est très avancé. Vous avez 2 catégories de chantiers. Il y a des chantiers qui ont commencé depuis l'an passé, à savoir la police et les ouvrages des services de sécurité de la police et de la gendarmerie. Et vous avez les autres chantiers qui ont commencé au mois de mai passé. En ce qui concerne les premiers chantiers, ils sont déjà disponibles, ils sont déjà finis à 100%, à savoir la police et la gendarmerie qui sont déjà fonctionnels. Et la deuxième catégorie de chantiers qui est effectuée à la satisfaction et à un avancement assez acceptable. Dans cette préfecture, plusieurs édifices publics sont en chantier, comme la Villa des Hôtes, la place des Martyrs ou encore la résidence du préfet. Le stade préfectoral est désormais doté d'une tribune couverte. Si nous prenons par exemple la place des Martyrs, ici nous sommes prêts aujourd'hui à rendre le chantier, c'est-à-dire la réception finale. Comme vous voyez, on n'a plus rien à faire aujourd'hui ici. Quant au marché et le stade, là aussi c'est les dernières retouches qui attendent maintenant là pour rendre le chantier. Tout est prêt maintenant. À l'image de Forêt-Caria, la préfecture de Dubreka a aussi bénéficié de plusieurs réalisations au compte de la fête tournante de l'indépendance nationale. Dans toute la ville, les édifices publics sont en cours de réalisation. De Zérékoré, le désenclavement des grandes zones de production se poursuit. Le reprofilage des 12 km de route reliant Kélémada à Kobela est lancé, un geste du président de la République, professeur Alpha Condé, pour désenclaver cette zone agricole. Reportage Souleymane Kamara, Moussa Bangoura. C'est officiel, les travaux de reprofilage de la route Kélémada-Kobela sont lancés. Une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Objectif, désenclaver les communes rurales de l'intérieur du pays. Sur le terrain, les techniciens évaluent les derniers paramètres de distance de cette voirie de 12 km. Un tronçon important pour cette communauté qui va intensifier l'activité agricole dans cette grande zone de production. Il s'agit pour nous de sillonner la piste de Kérémenzou jusqu'à Kobela, relever toutes les dégradations, les ouvrages défectueux, et tout ce qui doit être fait comme travaux. Nous prenons l'engagement de faire les études comme il se doit
est de réaliser rapidement les travaux de bureau et de fournir le dossier d'exécution de la piste. La sous-préfecture de Kobela, le premier village de ce secteur, c'est ici. Les 7 villages de Kobela, le premier village c'est Kremda. Donc si aujourd'hui les enfants du terroir viennent avec cette gaieté, qu'est-ce que nous allions faire? Nous sommes plus heureux que... Ce programme de désenclavement initié par la présidence de la République va aussi soulager les villages situés le long de la route. Les populations de Kobela voient désormais autrement l'avenir dans cette zone. En signe de reconnaissance au professeur Alpha Condé, il salue cette initiative qui pourrait aider les villageois à travailler pour garantir l'autosuffisance alimentaire dans la zone. Ma joie est très immense, surtout dans le cadre du désenclavement du tronçon Kélémenzou-Kobela, dont les difficultés pour le transfert des produits agricoles est très difficile. La population me charge de transmettre des vifs remerciements au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour la dépense qu'il a faite et qu'il est en train encore de faire. Nous avons l'assurance. Tout dépend du bureau d'études. Sinon, en termes de financement, le Premier ministre nous a vraiment promis et c'est déjà acquis. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Ça, c'est une activité déjà, nous supposons, réalisée parce que tout est en place. Ces travaux d'urgence en région forestière font partie des promesses du chef de l'État qui ambitionne désengorger les communes rurales du pays. Dans les titres, le bataillon Gangan 6 va être déployé pour le maintien de la paix à Kidal, au nord du Mali. Mais après 10 mois de préparation, le drapeau d'honneur vient d'être remis au commandant du 10 bataillon à Samoréa, dans la première région militaire de Kindia. Une cérémonie présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Reportage sergent-chef Alassane Diaby. Ces soldats sont prêts à partir défendre la paix à Kidal au compte de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Après 10 mois consacrés à la consolidation de leur aptitude opérationnelle, ils reçoivent les dernières instructions de la haute hiérarchie, à quelques jours de leur déploiement. Durant les 10 mois passés, les éléments ont été soumis à d'intenses épreuves physiques, intellectuelles et morales. Parmi les nombreux thèmes dispensés, on peut mentionner le droit international humanitaire, le droit des conflits armés, les techniques d'état-major et plusieurs autres séances d'évaluation physique et morale. Conformément aux nouvelles orientations du département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, les bataillons d'infanterie doivent être désormais constitués sur la base d'un effectif de 650 éléments, ce qui constitue une nouveauté. Je vous félicite pour avoir accepté suivre cette formation dans des conditions environnementales souvent éprouvantes. Cependant, le plus dur commence maintenant, car vous devez à présent être en mesure de mettre ces formations à profit pour exécuter les missions complexes qui vous seront assignées à Kidal. Produit du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix de Samoréa, ces soldats, à l'image de leurs prédécesseurs, ont l'obligation de faire honneur à la Guinée. Je vous exhorte au respect scrupuleux des obligations découlant du mandat de la MINUSMA, des règles d'engagement sans oublier les règles de comportement. Aucune transgression à ces dispositions ne sera tolérée. Je vous demande également de respecter les lois de la République sœur du Mali. Un discours suivi de la remise solennelle du drapeau au commandant du bataillon Gangan 6. La sécurisation, le contrôle jaune, la patrouille, l'escorte de convoi et la protection de hautes personnalités sont les missions dévolues aux soldats guinéens pour un mandat qui durera 1 an à Kidal, au Nord Mali. Un mot de littérature, des rencontres, débats autour du livre du chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'ouvrage intitulé « Une certaine idée de l'Afrique » a été présenté aux étudiants responsables de la ville de Zérékoré. Notre reporter Mohamed Salihou Paye revient sur l'intérêt de cet ouvrage édité par Arma Tanguiné et qui retrace la vie de l'auteur. Suivez.
Cette conférence débat s'articule autour du livre « Une certaine idée de l'Afrique » du professeur Alpha Condé. C'est une œuvre de 150 pages d'entretien avec le journaliste François Soudan qui retrace la vie de l'auteur. Hauts cadres, autorités régionales, civiles et militaires, enseignants, chercheurs et étudiants prennent part à cette conférence débat au Temple du Savoir de Zérékoré, lieu privilégié pour la vulgarisation de cette nouvelle édition, revue et augmentée par la maison Harmattan Guinée. Le président de la République, en acceptant de vulgariser ce livre dans les institutions nationales supérieures, nous montre aussi deux choses importantes. La première, c'est son engagement et sa volonté à sans cesse contribuer au développement de la science et de la culture dans les institutions nationales supérieures d'autres pays. Mais aussi une volonté ardente de mieux se faire connaître au niveau du monde universitaire. Jeunes que vous êtes, vous avez l'obligation morale et intellectuelle de vous approprier du contenu de ce livre, parce que vous êtes l'avenir de la Guinée, vous êtes l'avenir du continent africain. Ce livre est structuré en 3 parties. La première partie, où Année ardente retrace le souvenir d'enfance et le début militantiste de l'auteur, ainsi que ses moments difficiles liés à l'exil. La deuxième, où Année de braise, parle de la descente en enfer, de la perte du travail en France, de la reconversion d'un enseignant en classe en homme d'affaires et de l'emprisonnement de l'auteur. Les années d'espoir, ou troisième partie, retracent le diagnostic de la Guinée avant 2010 et les grandes réformes. Toutes choses qui visent à préparer la nouvelle génération. Notre objectif aujourd'hui est de préparer une nouvelle jeunesse à diriger la Guinée. Une jeunesse qui maîtrise la nouvelle technologie grâce à la 4e révolution industrielle. Vous savez, l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles. La première parce qu'il y avait de l'esclavage, la deuxième et la troisième parce que nous étions dominés. Mais avec la nouvelle technologie, nous pouvons aujourd'hui rattraper notre retard. Et beaucoup de jeunes Guinéens, de jeunes Africains maîtrisent la nouvelle technologie. Une lecture scénique du livre et des témoignages ont ponctué cette conférence débat. L'enseignement fondamental de ce livre étant d'amener ses étudiants à la culture de l'esprit de paix, de tolérance et de persévérance pour un meilleur avenir de la Guinée et de l'Afrique. La question de la préservation de la paix pendant et après l'élection présidentielle prochaine préoccupe les leaders religieux. Ceux réunis au sein de la Fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale font lire le Saint-Coran tout en sensibilisant les Guinéens sur la nécessité de la paix en Guinée. Yaya Silla. De la tenue du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. L'inquiétude se fait sentir pour une élection apaisée. C'est pourquoi la Fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale, en collaboration avec la coalition des femmes de Guinée, a mobilisé des dizaines de fidèles musulmans. Fortement mobilisés à la mosquée turque de Bambeto, ces fidèles lisent plusieurs fois le Saint-Coran pour la paix en Guinée. À travers l'organisation de cette lecture du Saint-Coran, la Fondation Djeriba Diaby sensibilise aussi les Guinéens sur les mécanismes de promotion et de préservation de la paix et de la quiétude sociale. Nous voulons demander à ces candidats de tout faire pour épargner le peuple de Guinée à la souffrance. La souffrance que les Guinéens ont toujours endurée pendant les différentes élections. Parce que dans notre pays, il n'y a pas une petite élection. Chaque élection est une source de conflit dans notre pays. Nous voulons dire à ces candidats et les candidates qu'ils vont tout faire pour que les discours soient modernes. Cri de cœur des femmes de Guinée réunies au sein de la coalition des femmes et filles de Guinée pour la préservation de la paix pendant et après cette élection du 18 octobre prochain. Fait de voir rassembler en un même lieu autour de la lecture du Saint-Coran pour la paix dans notre pays, de voir les 12 candidats. Parce qu'en fait, appeler collégialement les époux et les épouses signifie que ce sont les 12 candidats qui sont devant nous, qui sont tous réunis
devant Dieu pour la paix, on a pensé que cette image forte, nous pouvons la donner aux Guinéens. La Guinée est une et indivisible. Nous ne devons pas nous battre à cause de la politique. Nous ne devons pas nous détester à cause de la politique. C'est la démocratie. C'est-à-dire, tu restes dans ton parti, je reste dans mon parti. Le grand imam de la mosquée Faisal de Conakry a invité les acteurs politiques à accéder au Conseil des hommes de la paix avant de prier pour la paix et la bonne cohabitation dans le pays. Toutes nos excuses pour ce petit bobo technique. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à demain à la même heure et sur la même chaîne, la RTG. Bonsoir chez vous.